Bonjour. 37 ans de combat, 37 ans de lutte pour la restauration de la démocratie en République démocratique du Congo, l'UDPS est aujourd'hui enfin au pouvoir. 2 ans de gérance. Est-ce que le combat des 13 parlementaires, le combat d'Étienne Tshisekedi, ce combat est aujourd'hui en phase avec la gouvernance? Est-ce que l'UDPS est devenu un parti de gouvernement ou tout simplement s'adapte-t-elle à la gestion autoritaire du pouvoir? Que font les cadres de l'UDPS pour harmoniser avec les attentes de la population, y compris dans le domaine sécuritaire et social? Que font les cadres de l'UDPS, notamment ces éminences grises, ces juristes, ces économistes, pour aider le président de la République à y voir clair et surtout à faire avancer la démocratie? Alors pour y voir un peu plus clair, nous aussi ici, nous avons invité l'un des cadres qui est le plus médiatisé en ce moment. Il est plutôt équilibré, pas extrémiste comme on peut l'attendre chez les autres. Il s'appelle Jean-Claude Tshilumbai. Bienvenue. Merci. Vous êtes professeur de droit à l'université de Kinshasa, vous êtes avocat au barreau de Kinshasa, vous êtes député provincial de l'UDPS et c'est surtout à ce titre que nous allons parler avec vous à cœur ouvert parce que nous sommes plein dedans dans l'actualité avec l'UDPS aujourd'hui. Première question, professeur Tshilumbai. Est-ce que, comme je l'ai dit en introduction, vous êtes fier, vous, cadre de l'UDPS, de la manière dont fonctionne le parti aujourd'hui, eu égard au combat des 13 parlementaires, au combat d'Étienne Tshisekedi, au combat de tous qui ont été avec lui durant 40 ans? Voilà, j'enseigne le droit international public et les relations internationales. Pas seulement à l'université de Kinshasa, je suis aussi très sollicité à l'intérieur du pays. Je me fais souvent violence parce que je suis exactement au service de la jeunesse depuis plusieurs années. Je peux aussi me qualifier d'être un vieux professeur parce que j'ai quand même de longues années derrière moi dans la carrière. C'est pour dire que j'ai ce souci particulier pour ce pays, bien que ça ne soit toujours pas suffisamment rémunéré, l'enseignement, comme par ailleurs d'autres activités qu'on peut rencontrer dans notre pays. Alors, si je suis fier ou pas, d'abord je dois noter que je suis fier. Je suis très fier parce que personne n'avait accordé la moindre chance à l'UDPS de survie lorsque disparaissait un certain 1er février, le leader Maximo de Bruxelles, où il s'est trouvé en voyage. Nous avions tous rencontré des gens qui nous ont rassuré que ça n'était fini avec l'UDPS parce que, de coutume, les partis congolais disparaissent avec la disparition de leur leader. Nous sommes restés, c'est vrai que le président Tshisekedi avait un charisme particulier, mais nous sommes restés avec d'autres fondateurs en vie. L'exemple de Maman Marthe, la mère du président de la République, beaucoup de gens ne le savent pas, elle est fondatrice de l'UDPS. Elle n'a joué aucun rôle de premier plan au sein des institutions. Elle a joué un très grand rôle, oui, mais dès Dassomari, un rôle de premier plan depuis la création de l'UDPS. Oui, soutien à Somari. Mais le plus important, c'est que de suite de cette disparition tragique du leader Maximo, et parce que même vous nous avez accordé aucune chance de survie. Moi, je connais tout de suite qu'il y a eu des débauchages de la part notamment du PPRD ou du pouvoir de l'époque, et que c'était la pagaille, la panique, parce que les gens se disaient, bon, alors la case a pris feu, que chacun se Mais vous ne répondez pas à la question. Je suis fier. Et que je pose cette question beaucoup plus clairement. Excusez-moi de ne pas trop
vous êtes allé sur l'histoire, les faits, etc. Je vous pose des questions pour que les gens qui nous suivent comprennent. Ouais. L'IDPS est aujourd'hui au pouvoir grâce à son président, Félix Tshisekedi. l'IDPS est au pouvoir parce qu'il y a quelques élus, dont vous-même, qui sont au Parlement. l'IDPS est au pouvoir parce qu'il y a un seul gouverneur au niveau des Mbuji-Mayi, même si la grande majorité, c'est géré par le FCC. Mais quand je pose la question, est-ce que l'IDPS est fier, vous, personnellement, Jean-Claude Tshilombaye, des contradictions du combat d'Étienne Tshisekedi, du combat des 13 parlementaires, du combat même de l'énoncé, de l'intitulé de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Et pour preuve, pour que vous puissiez un peu comprendre pourquoi j'ai posé cette question, l'IDPS avait promis la tolérance, le pacifisme, c'est-à-dire le combat pacifique, sans violence. Aujourd'hui, l'IDPS n'accepte plus la contradiction. Il suffit tout simplement qu'un Congolais dise autre chose que ce que vous, IDPS, vous voulez entendre parler, soit on l'arrête, soit on le violente. Est-ce que c'est cela le combat de Tshisekedi? Non, bien évidemment, ce n'est pas cela la pratique de l'IDPS au pouvoir. Sinon, Télé 50 aurait dû être fermé, comme autrefois, parce que souvent, Télé 50 se livre aussi à des positions qui contredisent. Je peux vous donner quelques exemples. Hein. Bien évidemment. Télé 50 aurait dû être fermé. Nous, on ne ferme pas parce qu'on a laissé la parole libre. D'abord, ce n'est pas vous qui devez fermer. S'exprimer. La preuve, le langage dont vous utilisez, ça montre à suffisance que vous êtes dans une culture de dictature de fermer. C'est exactement pour vous dire voilà. que donc, les pratiques, non, j'ai corrigé juste. Les pratiques que nous avons combattues, nous, lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, c'était effectivement pour qu'elles disparaissent. Et elles ont disparu. Ça, je peux vous donner quelques éléments. Vous pouvez en donner comme vous voulez. Oui, allez-y, continuez. Alors, ces pratiques ont disparu. Lesquelles? En commençant par vous, par de chaînes de télévision qui ont pilé de partout, qui se livrent à cœur joie à des critiques acerbes contre le chef de l'État et parfois même des insultes. On n'en a fermé aucune. Les cachots de la NER, vous en connaissez quelque chose. Et ils étaient partout dans nos provinces, ils étaient souterrains. Les arrestations arbitraires, la torture était la règle, vous n'en trouvez plus aujourd'hui. Vous avez certainement relevé dans le couloir ici la question du conflit supposé entre le vice-premier ministre de l'Intérieur et le DGM, le DG de la DGM. C'est un conflit, vous l'avez dit, lié au fait que le vice-premier ministre dénonçait l'existence des cachots secrets. C'est qui est faux. C'est que le chef... Ça, ce n'est pas mon appréciation. J'ai dit seulement, c'est pour, la DGM, en quelque sorte... C'est un service de l'État qui doit avoir les centres de transit, comme ça s'existe partout dans le monde. Vous avez fait les relations internationales, vous ne pouvez pas dire que la DGM peut avoir des cachots clandestins lorsque ce sont les services je ne suis malheureusement pas le juge de cet aspect de la question, mais plutôt de vous démontrer la sensibilité qui caractérise l'UDPS lorsqu'il s'agit des soupçons de cette nature-là. Je peux vous donner quelques exemples parce que les gens qui nous suivent doivent aussi comprendre. On est suivi à l'international aussi. Vous devrez aussi me comprendre, me laisser finir. Oui, vous allez Alors, finir. Vous avez observé cette sensibilité. Lorsqu'il y a eu un soupçon, vérifié ou pas, vous avez vu que le VPM qui est de l'IDPS, il n'a pas accepté, il s'est rendu sur les lieux et il a agi. J'ai dit soupçon vérifié ou pas. C'est pour vous démontrer combien est sensible la question des libertés pour l'UDPS. Lorsque vous lisez la lettre dite de 52 pages, vous constaterez que c'est la quintessence même de l'existence de l'UDPS. Et cela a été chose faite. Aujourd'hui, le Congo, c'était presque un résistant pakistanais. Un résistant pakistanais. Toutes les routes ici étaient barricadées, des barrières où l'on faisait payer de frais arbitraires aux pauvres mamans maraîchères, aux commerçants et même aux motocyclistes et aux gens qui pouvaient transporter leurs 50 mégas de maïs pour s'acheter un pain. C'était un calvaire. Alors je vais vous aider à promener à travers le Congo aujourd'hui, vous constaterez que ça c'est une réponse claire. Alors je vais vous aider, professeur, parce que vous semblez ignorer les travers de l'intolérance de l'IDPS aujourd'hui. Première observation, chaque manifestation de l'UDPS
est toujours caractérisé par des violences et des saccages des biens d'autrui. Vous avez l'exemple type en face de vous. Aucune poursuite, aucune flagrance constatée, même s'il y a des procédures qui sont entamées. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur lui-même a fait les déplacements, a constaté, a même recommandé qu'il y ait cette procédure. Jusqu'à aujourd'hui, aucune poursuite, aucune, même pas d'indemnisation. Règle numéro 1. Règle numéro 2. Lorsqu'un membre de l'IDPS insulte les autres, on ne dit rien. On ne poursuit personne. Mais si c'est une autre personne d'une autre obédience politique, les poursuites sont systématiques. Je vais vous donner quelques cas. Henri Magie, au moment où je vous parle, il est en prison. Fils Moukoko est dehors. Le dernier cas qui est en cours maintenant là, c'est le monsieur qui s'appelle Barnabé. Et je pense que si tout se passe bien, il va être jugé. Mais lorsque votre secrétaire général, ou plutôt oui, votre secrétaire général, dit nommément que le ministre des Finances, on doit régler son compte, le même ministre des Finances porte plainte, aucune poursuite, aucune procédure. Lorsque votre président Haï dit clairement X, Y du FCC, ennemi public numéro 1, qu'il faut pousser les gens jusqu'à l'exil. Vous êtes un professeur de droit, vous savez bien que dans notre constitution, il est dit nulle part, ou plutôt il est écrit qu'on ne peut pas pousser un Congolais à l'exil. Aucune poursuite. Lorsque Janine Mabunda insultait, Tambwe Mwamba, insultait, Mabunda d'ailleurs jusque dans sa féminité, pour ne pas dire ses appareils de femme. Aucune poursuite. Mais quand c'est les autres, les services sont mis en branle. Est-ce que c'est cela qu'Étienne Tshisekedi prônait comme combat? Non, je crois qu'il y a... Et les cas que je vous ai cités, ceux qui nous suivent peuvent les documenter, les vérifier. Non, moi je crois que il faut que vous vous rendiez compte que l'État s'est depuis médiévalisé. Ici, la question à regarder en face, c'est celle de savoir, voulez-vous que Tshisekedi soit son monarque absolu qui concentrerait entre ses mains tous les pouvoirs de l'État? Si vous le souhaitez, proposez que l'on modifie la constitution, qu'on fasse cela. Mais ici, nous avons hérité d'une constitution qui consacre l'indépendance de la justice. Et en son article 151, elle prévoit exactement cela, qu'il n'y a pas d'interférence lorsque la justice agit en tant que telle, ni du pouvoir exécutif, moins encore du pouvoir législatif. Est-ce que c'est ça qui s'est fait aujourd'hui? Bien évidemment. Cela je vais vous citer d'autres cas. Cela oblige. Je peux vous citer que sur l'indépendance de la supposée de la justice. Vous en savez quelque chose. Depuis son arrivée au pouvoir, Tshisekedi n'a pas nommé un seul magistrat. Il a plutôt n'a pas nommé un seul magistrat. Il a promis les magistrats. Il a permité les magistrats. Il n'y a jamais des ordonnances nommant quelqu'un? Il n'a pas nommé les magistrats. Ah bon? Il n'a pas nommé les magistrats. Mais ceux qui nous suivent il a promis les magistrats. Même les magistrats qui ont couvert le procès Kamere n'ont pas été nommés? Ils sont promis. Mais à quoi? Il n'y a pas eu d'ordonnance? Non, j'ai dit ils sont promis. C'est pour vous dire, qu'est-ce que je vais vous dire par là? Oui. Que Tshisekedi n'a pas amené des magistrats d'une autre culture, lesquels se soumettraient volontiers à une subjugation du pouvoir exécutif, de sorte qu'ils lient leurs mains pour qu'ils n'agissent pas comme ils entendent agir. C'est plutôt cette même justice dont nous avons nous hérité et que nous avons tout simplement, à la différence des gouvernements ou des pouvoirs précédents, nous avons adopté le principe que la Constitution s'applique en libérant totalement la justice pour qu'elle agisse opportunément comme elle se doit, surtout la justice pénale. Lorsque vous saisissez, pour votre cas, vous venez bien de révéler que le VPM de l'intérieur. Pas révélé, c'était publié. Le VPM de l'intérieur, oui, de l'UDPS, oui, il est parmi les pionniers de l'UDPS au départ. Il a dit clairement qu'il exigeait des poursuites parce que votre maison avait été vandalisée. Oui, mais il n'appartient pas au VPM d'engager ces poursuites parce que c'est le travail de la police et de la justice. Et lorsque vous souhaiterez que chaque fois qu'il y a de tels incidents, que le président descende de son bureau, ou qu'il crée peut-être qu'une milice, si vous le voulez, qu'il se mette à arrêter les gens, qu'il instaure des juges d'exception et commence à poursuivre les gens,
Ça, ce n'est pas du tout acceptable. Même les Chilumbaï. Congolais qui vous Attendez, suivent Jean-Claude sentent que Chilumbaï. vous êtes bien évidemment, vous êtes nostalgique d'une certaine époque. N'usez pas de la langue de bois. Je réponds cette question un peu plus simplement. Et ceux qui nous suivent risquent de vous dire que, professeur, vous êtes en train de nous endormir. Je vous ai posé la question maintenant. Les 2 poids 2 mesures, Fils Moukoko insulte, on ne le poursuit pas. Augustin Kabouya menace, Jean-Marc Kabound menace, même pas de flagrance. Mais lorsqu'il s'agit de Barnabé, lorsqu'il s'agit de Henri Magie, lorsqu'il s'agit de Perrault Loara, lorsqu'il s'agit de journaliste X, poursuite tout de suite, interpellation tout de suite. Non, je ne crois même pas qu'il y ait eu poursuite tout de suite. Je crois seulement qu'il y a eu une sorte les gens en avaient plein les ventres. De quoi? Prenez le cas de Henri Magie. Moi, c'est quelqu'un que j'ai appris à observer depuis l'arrivée au pouvoir du président Tshisekedi. Oui. Les insultes, il les a proférées de toutes sortes. Oui, et Fils Moukoko? Non, attendez. S'il a été interpellé par moment ou en définitive, c'est parce que, bien évidemment, la justice a découvert en lui un type récidiviste et que lorsqu'il a insulté aujourd'hui, parce que nous avons vécu dans un pays où on pouvait insulter et quelqu'un vous dit c'est mon droit d'insulter. Ce n'est pas ça l'état de droit. Oui. Maintenant, lorsque vous posez la question, est Fils Moukoko? Oui. Moi, je vous pose plutôt la question. Même à la police. Je vous pose plutôt la question de savoir qui doit interpeller. Est-ce le président de la République? Si Henri Magie, probablement, a été interpellé parce qu'il y a eu constat de ces insultes, de ces injures, de ces allégations, c'est du pouvoir du parquet. Et que le parquet, dans ses compétences, il a entre autres le pouvoir d'appréciation de l'opportunité s'il veut poursuivre. Donc pour vous, le parquet n'a pas jugé opportun, ne serait-ce que d'interroger Fils Moukoko, mais le parquet trouve c'est urgent d'interpeller Henri Magie. Vous souhaitez me faire jouer le rôle non, je vous pose la question. Du porte-parole du parquet. On s'inquiéterait si jamais le parquet avait joué son rôle et que le chef de l'État ou un responsable de l'UDPS s'était interféré pour dire que le parquet n'agisse pas. Mais ici, il est question de constater que le parquet a les mains libres. Vous savez ce qui s'est passé contre Perrault Loara, journaliste de son État? Un collectif de membres de l'UDPS, collectif, parce qu'il s'agissait d'une ministre, etc., on l'a poursuivi jusqu'à la fin, jusqu'à y ait même négociation. Ils l'ont poursuivi où? Ici à Kinshasa. Où? Au parquet. Mais comment vous pouvez croire que dans un pays, lorsque les gens saisissent le parquet pour des offenses dont je vous pose la question, pourquoi c'est seulement par rapport aux autres et non par rapport aux autres? D'abord, je dis ceci. Oui. Pourquoi trouvez-vous normal que dans un État comme le nôtre, qui est de surcroît déclaré État de droit par l'article 1er de notre Constitution, que les gens soient victimes des offenses dirigées contre leur intimité et qu'ils ne se prononcent pas quant à ce? Mais ici, la question fondamentale reste de savoir, lorsque ces offenses sont dirigées contre les individus qui doivent s'en plaindre ou contre la société dans son ensemble, nous avons un avocat de la société qui s'appelle parquet. Et que ce parquet, à la différence de tous les régimes que nous avons connus, ça vous en êtes conscient, il a les mains libres. C'est tout ce que moi je veux faire comprendre. Et vous trouvez que c'est il importe. Donc vous pensez que le ministre de la République, qui est le ministre des Finances, attendez, professeur, le ministre des Finances de la République, menacé, nommément, il porte plainte et jusqu'à aujourd'hui, aucune suite. Lorsque je lis sa plainte, je savais qu'il n'y aurait pas de poursuite. Moi, personnellement. Oui, pourquoi? J'ai lu sa plainte, je savais qu'il n'y aurait pas de poursuite. Oui, et pourquoi le parquet ne s'est pas saisi? Il s'est plaint des offenses dirigées contre sa personne comme citoyen, alors qu'il agit devant l'instance juridictionnelle comme ministère. Si vous regardez la plainte du ministre, lorsque moi je l'ai observée, je savais qu'elle était mal dirigée et qu'il n'y aurait pas de poursuite. Alors, s'il a l'occasion d'améliorer, il n'a qu'à améliorer pour ressaisir le parquet. Professeur Jean-Claude Chilumbaï. Vous avez compris qu'il n'a pas saisi la justice. Non, il n'a pas saisi le parquet. Le parquet pouvait aussi, en flagrance, se saisir de cette affaire. Il n'y avait pas flagrance. Il n'y avait pas flagrance. Les déclarations étaient faites. Une plainte avait déjà été déposée. Il n'y avait plus flagrance. Les conditions de flagrance. Les déclarations n'étaient pas publiques. J'ai dit les conditions de flagrance n'étaient plus réunies. Je vous pose la question. Ces déclarations n'étaient pas publiques. Elles ont été
public. Et oui. Et pourquoi il n'y a jamais eu de flagrance? Non, j'ai dit qu'il n'y avait pas flagrance. Quand Jean-Marc Abound les va à conditions Kikwit, de flagrance n'étaient plus réunies. attendez, quand Jean-Marc Abound va à Kikwit, devant des gens, déclare qu'il faut déclarer telle personne ennemi public, il faut les chasser jusqu'à l'exil, ça c'est pas flagrant. Non, je n'ai pas entendu Jean-Marc Abound dire qu'il faut le chasser jusqu'à l'exil. En fait, il y a une confusion que l'on fait. Jean-Marc Abound vous fait un parallélisme de comment les régimes brutaux se sont comportés dans ce pays et de combien nous sommes tolérants. Parce qu'il continue de vous rappeler que certains comportements, si c'était à l'époque de ces régimes brutaux, pousseraient les gens bien évidemment à l'exil. Ce n'est pas un vœu que lui émet au quotidien pour que les Congolais soient en exil. Il vous rappelle seulement qu'à l'époque des régimes brutaux là, certains comportements, certains compatriotes d'aujourd'hui les pousseraient bien évidemment à l'exil. Et nous l'avons vécu jusqu'à la fin de ce mandat qui vient de se terminer. Moïse Katumbi n'a pas eu l'occasion de rentrer dans ce pays. Il est arrivé même à Kasumbalesa, vous avez vu ce qui s'est passé. Je crois que vous avez couvert cet événement. Jean-Claude Chilombaï, Étienne Tshisekedi était pour l'état des droits. Qui s'applique aujourd'hui. Non, ça ne s'applique pas du tout. Expliquez-moi pourquoi aujourd'hui, vous, les membres de l'IDPS, les cadres y compris, vous pouvez accepter qu'on use de la corruption pour débaucher les députés qui ne sont pas de votre obédience. 5 000, 7 000, et vous trouvez ça normal. Ce n'est pas jeter du discrédit sur la mémoire de Tshisekedi. C'est une bonne information que vous donnez, mais retenez que vous n'êtes pas n'importe qui. Lorsque vous le dites, ce média est très suivi. Non, mais je vous pose la question. Ce média est très suivi. Oui. C'est vous qui affirmez. Je n'affirme pas, je dis. L'UDPS. J'ai dit vous. C'est vous qui affirmez ça. Attendez, je suis en face. Vous avez donc des preuves de ce que vous alléguez. Ça signifie concrètement que si à la sortie d'ici, le PG de la Gombe s'est intéressé à vous pour lui donner des preuves que l'UDPS a corrompu les gens avec 7 000 $, je crois que vous les détenez. Je vous repose la question. Ouais. N'usez pas du dilatoire. C'est mon rôle en tant que journaliste de poser la question. Il y a la clameur publique, il y a les réseaux sociaux, il y a des débats sur le plateau de télévision. Ça ne suffit pas. Ce n'est pas une première. Ça ne suffit pas, il faut en apporter les preuves. Attendez. Ouais. Alors si, c'est le contraire. Vous êtes membre de l'IDPS, à vous de m'apporter la contradiction. Comment je vais vous apporter? Alors je vous repose la question au conditionnel. Vous reprochez les faits. Je vous repose la question cette fois-ci au conditionnel. Au conditionnel, voilà. En tant que journaliste, j'apprends, je lis, j'écoute. Je n'ai pas posé ma question. Je n'ai pas posé la question, professeur. Je n'ai pas posé la question. Laissez-moi poser ma question. Ouais. Moi, journaliste congolais, je lis à travers la presse. Je vois à la télévision. J'entends les débatteurs parler des transactions. Il y a même un député qui a fait ces déclarations au vu au su de tout le monde. Les images existent. Qu'il y ait des soupçons, si vous voulez que je précise maintenant, qu'il y ait des soupçons de corruption via les membres qui aimeraient bien débaucher les autres membres du Parlement pour constituer la nouvelle majorité. Je pose maintenant cette question. Si cela s'avère vrai, professeur Chilombaï, professeur de droit, député élu provincial, est-ce que ce n'est pas jeter le discrédit sur la mémoire de Étienne Tshisekedi qui parlait de la bonne gouvernance et de la lutte contre les antivaleurs? Ce n'est pas vrai, ça ne pourrait en aucun cas s'avérer vrai, à bien des titres. Premièrement... malgré les affirmations de députés. Vous dites qu'il affirme, on voudrait bien qu'il s'assume jusqu'au bout de la logique. Qu'il s'assume, qu'il apporte ses preuves. La justice est garantie pour tout le monde et tout le monde est sécurisé. Actuellement, en tout cas, ce que vous savez, c'est qu'on ne torture pas, on n'enlève pas les gens, on ne séquestre pas les gens. Qu'il apporte des preuves. Deuxièmement, l'UDPS, vous dites qu'elle serait en train de verser 7 000 $ par député. Ça correspond à peu près, lorsque c'est 7 000 $, ça correspond à peu près à 3 500 000 $ américains. On se poserait la question d'où vient cet argent? 3 500 000 $ américains. Ça viendrait d'où? Du trésor public. Il n'y a que le trésor public qui peut sortir d'un tel montant. Je ne vois aucun individu à l'UDPS. Pas forcément. Je ne vois aucun individu à l'UDPS qui serait en mesure de mobiliser à ce jour 500 000, 100 000 $ pour les consacrer à une telle besogne.
Mais le trésor public dont vous êtes plutôt, dont le FCC est à ce jour caissier avec son ministre de Finances, peut peut-être nous éclairer quant à ça. Et le ministre du budget, moi, je ne le vois pas. Le ministre du budget de quelle obédience? Il peut sortir l'argent sans le ministre des Finances. Non, j'ai dit non, avant que l'argent sorte. Il faut que ça soit budgétisé. Il est cash, je demande. Le vice-ministre des Finances, c'est de quelle Je partie? vous parle du montant. 3 500 000 dollars américains. Parce que vous avez dit que l'UDPS débloquerait, selon vous, pour corrompre les députés. Je demande qui connaissez-vous à l'UDPS qui soit en mesure de sortir 3 500 000 dollars pour les consacrer à un tel besoin. Parce que tous ceux qui reçoivent de l'argent à l'UDPS, ils le reçoivent par leur salaire. S'ils le recevaient au Trésor, bien évidemment, le ministre des Finances, FCC, l'aurait su. C'est pourquoi moi je vous dis qu'il n'y a aucune possibilité que ces allégations soient fondées. Elles sont fausses. Vous avez oublié que le ministre du budget est cash. Oui. Et c'est lui qui ordonne. Oui, il ordonne l'argent qui se trouve à la Banque centrale. Merci beaucoup. Et vous oubliez de préciser également que le vice-ministre des Finances est UDPS. Ok, il peut agir, bien évidemment, en l'absence du ministre des Finances. Bien évidemment. Mais selon comme le vice-premier ministre avait signé à la place du premier ministre en son absence. Vous voulez qu'on parle aussi de ça? Peut-être qu'on va y Non, on ne peut pas parler de ça parce que vous êtes en train de dire l'argent ne peut sortir que si le ministre des Finances FCC accepte. Mais voilà. L'argent peut aussi être et le directeur de la Banque centrale, oui. D'ailleurs, qui est FCC lui aussi. D'ailleurs, je vous pose la question. Non, le gouvernement de la Banque centrale n'est pas FCC. Il n'a pas de parti. Professeur Tshilombaye, quand je posais cette question sur la mémoire de Tshisekedi, qui serait souillée s'il s'avère qu'il y a de pratiques de corruption. Vous revenez sur ça? Non, parce que je vais poser une seconde question. Est-ce que la séparation du pouvoir vous dit quelque chose? Bien évidemment, mais c'est un pilier essentiel de l'état de droit. C'est un pilier très essentiel de l'état de droit. Merci beaucoup. C'est pour que le pouvoir arrête le pouvoir, c'est pour qu'il n'y ait pas de dérive autocratique. Merci beaucoup. C'est une très bonne réponse, professeur. Et je vous pose maintenant cette question. Comment expliquer qu'aujourd'hui, vous, les cadres de l'UDPS, notamment des juristes de l'UDPS, vous faites tout pour donner tous les pouvoirs, même ce que la Constitution ne reconnaît pas au président de la République, par exemple, à notre président. La subordination des autres institutions, dont notamment le Parlement, le gouvernement et le pouvoir judiciaire. À quelle occasion? À quelle occasion? Je vous précise. Lorsque l'institution Parlement explique au président de la République qu'il faut que les décisions, les actes qui sont commis soient en conformité avec la Constitution, vous, cadre de l'UDPS, vous dites que c'est de l'insubordination, c'est le manque de respect. Est-ce que vous avez pensé à la séparation du pouvoir? Nous y pensons vivement et nous veillons d'ailleurs. L'UDPS veille sérieusement pour que le président de la République ne tombe jamais dans ce piège de bafouer la séparation des pouvoirs. Lorsque vous dites que la présidente de l'Assemblée nationale dit au président de la République... Le président du Sénat aussi. Et le président du Sénat aussi. Disent au président de la République que les actes que vous avez posés violent la Constitution. Un constat. Un constat. C'est vous le défenseur de la séparation des pouvoirs. Dans quel article de la Constitution il est reconnu à la présidente de l'Assemblée nationale et au président du Sénat le pouvoir de faire constater au président les violations de la Constitution? Pas faire constater. Lorsque les actes, eu égard à leur nature, ne correspondent pas à ce que s'est dit la Constitution, où est-ce qu'il est interdit à un citoyen congolais de dire ce qui vient d'être commis n'est pas conforme à la Constitution? J'ai dit où est-ce qu'il est permis au président de l'Assemblée d'être le juge d'appréciation des actes du président. Donc même en tant que Congolais, il ne peut rien dire? Non, attendez. Vous l'avez désigné ici par l'expression président de l'Assemblée. Oui. Même en tant que Congolais, il n'a pas ce pouvoir de faire constater ou de dire au président de la République qu'il a violé la Constitution de la République. Mais la Constitution elle-même, elle ouvre
cette opportunité à tout citoyen, même en tant que citoyen, vous l'avez dit, à tout citoyen pour que lorsque les actes du président de la République arrivaient à violer la loi mère, la loi fondamentale, que tout citoyen se pourvoie sans condition devant le juge pour le faire constater. Mais là, vous dites, vous soutenez bien le principe de séparation des pouvoirs et que dans cette séparation des pouvoirs, ce pouvoir est bien évidemment dévolu aux cours des tribunaux en vertu de la Constitution. Lorsque maintenant, et qui soutiennent la séparation des pouvoirs, Madame la présidente et Monsieur le président du Sénat, tous deux juristes par ailleurs, se retirent dans un cadre tout à fait informel. Non seulement, vous dites qu'ils font constater, n'ont pas fait constater. Ils ont déclaré les actes du président de la République non conformes à la Constitution. C'est une usurpation très grave. Moi, je crois qu'à la place même que vous soyez en train de vous plaindre de la réaction de l'UDPS... Et à la place, l'UDPS envoie ses militants insulter, menacer de mort. Je ne connais pas, Attendez, je ne sais pas à quelle occasion. Moi, je ne sais pas à vous quelle avez occasion. oublié ce qui s'est passé devant le Parlement. Je ne sais pas à quelle occasion l'UDPS a envoyé ses militants insulter Madame Janine Mabunda. D'abord, je vous l'aurais dit que cette dame, cette brave dame qui fait la fierté de ce pays, que le président de la République considère beaucoup, que nous, à l'UDPS, nous considérons beaucoup, mais les gens se moquent de vous, n'est pas à l'abri, elle aussi, de revendications populaires. Attendez. Lorsque vous voulez que le peuple ne manifeste que lorsqu'il s'agit de tels cas, et que si le même peuple, de manière spontanée, dans son droit d'expression, de liberté d'expression, consacré du reste par cette même constitution, se réveille et va devant ses représentants au palais du peuple pour dire « Je ne suis pas satisfait de ce que vous faites, ce n'est pas dans le mandat que je vous ai confié », vous dites c'est l'UDPS qui a envoyé. Attendez. Une façon pour vous de signifier que chaque fois que la population s'élève dans ce pays, elle vient pour le compte de l'UDPS. Et d'affirmer en fait qu'il n'y a que l'UDPS qui obéit à cette population. Est-ce que je peux vous poser la question clairement? Parce que vous êtes en train de dire des choses comme si vous ne vivez pas à Kinshasa. Je vis à Kinshasa. Ces militants sont venus à la suite d'une matinée que vous avez animée. Vous avez dit, Janine Mabunda a manqué au président, nous allons nous occuper des députés et de Janine Mabunda. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Soyez en train de balancer cela, que la population suive. Attendez. Lorsque on dit Boma député, Tika policier. Et Augustin Kabouya a sorti ça de sa bouche. Attendez. Ça s'est dit à Kinshasa. Est-ce que Jean-Marc Kaboun a sorti ça de sa bouche? Non, j'ai dit. Bon, quel cadre de l'UDPS vous avez entendu recommander cela à la population? Donc, je repose ma question autrement. Ouais. Jean-Claude Chulumbaï. Vous dites qu'il y a séparation de pouvoir et la bonne gouvernance. Séparation de pouvoir. Le projet 100 jours, parce que le président de la République, la présidence de la République, n'a pas vocation à gérer les fonds de la République. On est bien d'accord? Ouais. C'est sur base de quoi on a sorti autant de millions de dollars et engagé des travaux sans que le gouvernement ait donné son feu vert. Est-ce que vous avez déjà posé la question au directeur de la Banque centrale sur base de quoi il a sorti autant de millions de dollars? Avez-vous déjà posé la question au ministre des Finances, le ministre Yav, sur base de qui quoi, était démissionnaire. Sur base de quoi il a sorti autant de millions de dollars? Justement, il était démissionnaire avec Bruno Tshibala. 100 jours. Oui. Lors du procès 100 jours, oui. Il a été invité au procès. A-t-il nié avoir ordonnancé la sortie de ces fonds-là? Mais c'est pour ça que je vous pose la question. Il n'a pas nié, il l'a signé, il a sorti ces fonds. C'est pour ça que je vous pose la question. Mais dans ce pays-là, vous dites souvent ici, vous me le répétez, nul n'est tenu d'obéir à un ordre manifestement mais je vous repose illégal. Mais ici, vous constatez que le ministre a sorti ces fonds, ce n'est pas le président de la République qui les a sortis, le directeur de la Banque centrale a sorti des fonds. Vous ne pouvez pas me convaincre que si moi, aujourd'hui, je vais trouver le ministre des Finances pour lui dire « Sors-moi des fonds », il va les sortir. Il ne va pas les sortir. Voulez-vous que je pose la question? S'il les a sortis, c'est parce qu'il y a une chaîne de dépenses qui existe. Il a vérifié la viabilité et la validité de la demande de fonds qui lui avait été formulée. Il l'a fait. Et autant il pouvait refuser, s'il avait des raisons sérieuses, des motifs profonds,
de croire que cette demande de fonds était illégale. Vous pensez qu'il avait la seule possibilité de dire non? Je pose cette question beaucoup. Est-ce que attendez tout le monde qui demande des fonds, il les sort? Attendez que je vous pose la question. Le gouvernement Tchibala, ouais. Vital Kamerhe, a instruit spécifiquement que le gouvernement Tchibala n'avait plus droit d'engager des dépenses ou des décisions importantes. Ça sous-entend que même les ministres Tchibala ne pouvaient pas engager. Mais vous vous contredisez. Non mais attendez, je n'ai pas fini ma question. Comment expliquer, professeur Tshilombaye, d'un côté Tchibala ne pouvait pas fonctionner avec son gouvernement, mais en même temps on utilise les ministres du gouvernement Tchibala pour sortir les fonds. C'est là que je dis vous vous contredisez. Le même Tchibala, lorsqu'il est arrivé que Vital Kamerhe prenne certains actes que Tchibala considérait comme ayant enfreint ses prérogatives comme Premier ministre, il l'a signé, il l'a annulé, il a ordonné qu'on ne les exécute pas. C'est de la même façon que ces actes n'avaient pas exécuté à l'ONATRA notamment, ça portait sur certains agents, qui n'ont pas été exécutés parce que le même Tchibala a répondu audacieusement, courageusement à Vital Kamerhe pour lui rappeler qu'il n'était qu'un directeur de cabinet et qu'il n'avait pas pouvoir de prendre de telles mesures. Et Vital Kamerhe a observé la décision de Bruno Tchibala. Pourquoi ne le ferait-il pas lorsqu'il s'est agi des fonds et qu'il avait constaté que les ministres sous sa direction avaient signé pour sortir ces fonds-là? Alors l'ordonnancement a été fait. Comment vous allez dire maintenant que le 100 jours, c'est le projet du chef de l'État, alors que dans votre constitution, notre constitution, il est dit que c'est le gouvernement qui conduit, exécute le programme de la République? Écoutez, Jean-Marie, le président de la République, il a pris ses fonctions le 24 novembre. Lui, il a commencé son mandat. Pendant ce temps, il cohabite avec un gouvernement qui expédie les affaires courantes. Retenez-les pour dire que l'État ne va jamais en vacances. Le gouvernement qui expédie les affaires courantes, il est limité dans ses pouvoirs et dans ses prérogatives. Mais vous avez dit que Tchibala a écrit. S'il vous plaît, il est limité dans ses pouvoirs et dans ses prérogatives. Il ne peut plus poser des actes de disposition, des actes importants. C'est ça les affaires courantes. Mais il cohabite avec un président de la République plein pouvoir qui lui a un programme qui doit s'exécuter bien évidemment parce que si vous observez bien, lisez la Constitution, vous verrez que le programme du gouvernement que vous dites être du gouvernement ou être exécuté par le gouvernement, il est un programme co-formulé entre le président de la République et le gouvernement. Oui. Il est certes vrai que l'État, lui, ne doit pas aller en vacances parce qu'il n'y a aucune légitimité qui conditionne la survie de l'État. Le président de la République ne pouvait pas, pendant ce temps, attendre que les milices se propagent dans l'Est parce qu'il n'y a pas de gouvernement, il ne pouvait pas attendre que le pays... Donc il a fonctionné hors constitution. Il n'a pas fonctionné hors constitution, il a fonctionné conformément à la constitution parce que lui, c'est un président qui commence son mandat le 24 janvier. Mais qui n'exécute rien. Parce qu'il n'est pas responsable devant le Parlement. Qui commence son mandat il va justifier comment maintenant? C'est de cette façon-là oui. que vous constaterez exactement qu'il n'a exécuté rien. Parce que le président de la République a formulé un programme, oui. Il l'a soumis, vous devez le savoir, au gouvernement existant, poser la question au ministre Thomas Louaka, poser la question au ministre Yav, qui lui a sorti ces fonds-là. Et pendant ce temps, posez-lui la question si toutes les demandes de fonds lui adressées avaient été déboursées. C'est parce qu'il a examiné, et c'est en cela même que ça s'applique. Dites-moi, professeur, ce programme de 100 jours, l'autorité budgétaire, c'est qui? Posez la question. Le Parlement. Posez la question, je vais répondre. L'autorité budgétaire, c'est le Parlement. Le Parlement. Est-ce que ce programme 100 jours a été soumis au Parlement? Écoutez, le programme 100 jours, oui. Vous dites qu'il n'a pas été soumis au Parlement. Oui. Ce n'est pas ça. Parce que ce n'est pas parce qu'on appelle programme 100 jours oui. que vous confondez ça au programme ou à la politique qui est soulignée dans la Constitution, à l'article 91 de la Constitution. Ici, le président est arrivé en fonction. J'ai dit bien le pays doit fonctionner. Dans 100 jours, il y avait des mesures sécuritaires. Dans 100 jours, il y avait des mesures sanitaires. On ne pouvait pas il y avait les maisons aussi. On ne pouvait pas laisser les gens mourir d'Ebola. Mais les sauts de moutons, il y avait rien d'urgent. On ne pouvait pas laisser les gens mourir d'Ebola.
dans l'Équateur parce que le pays n'avait pas de gouvernement. On ne pouvait pas laisser les gens être emportés par de l'eau de pluie et rester à la merci des intempéries, comme à Saké ailleurs, parce qu'il n'y avait pas de gouvernement. C'est là que je vous dis, l'État ne va jamais en vacances. Alors, de tous ces programmes... Et de cette façon-là, oui, le président de la République qui a formulé ce que vous appelez programme 100 jours, mais c'était une activité ordinaire du fonctionnement de l'État. Il l'a formulé, il l'a soumis à qui? Aux mesures régulières. C'est qui l'autorité de la chaîne qui a validé ça? De la chaîne de dépenses. Et que le ministre Yav, c'est même à cela, je vous dis que c'était lui le Parlement. C'est même à cela que s'applique le principe nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. Là, le principe s'applique. Le ministre Yav, lorsqu'il reçoit des demandes de fonds, et il avait quel pouvoir de résister au président? Il les examine, mais dernièrement, le ministre Sélé, il y a la Goula qui a parlé sur Top Congo, vous a révélé clairement qu'il a le pouvoir de résister, y compris parce que lui, il applique la Constitution, et celui-là n'applique pas la Constitution. Et aujourd'hui, l'IDPS a mis dans sa ligne de mire. Donc, vous me dites que le ministre n'appliquait pas la Constitution. Est-ce qu'aujourd'hui, votre problème avec Sélé, c'est pas parce qu'il applique la Constitution. Et il est devenu l'ennemi de l'IDPS parce qu'il fait respecter. Yav n'appliquait pas la Constitution. Ça, je ne sais pas, il faut lui le demander. Il faut dire qu'il ne faut pas que les gens se fourvoient dans des choses qu'ils n'arrivent pas à prouver. Ça, j'insiste. Ici, il est clair que l'argent est sorti sous ordonnancement régulier. De qui? La chaîne de dépenses avait été suivie. Heureusement qu'il y a eu un procès appelé aussi procès 100 jours, devant lequel tous ces ministres-là ont défilé. Le ministre Yav n'a pas nié sa signature. Il a reconnu avoir agi en tant que tel. Le ministre du budget de l'époque, il vous a même dit que l'un de ces projets-là, lui avait rejeté ça. Il l'avait rejeté et ce projet n'a pas été exécuté. Parce que c'est pour vous dire qu'ils avaient capacité de désobéir à un ordre si ça s'avérait illégal ou inconstitutionnel. Et s'il désobéissait, vous allez le mettre dans la ligne de mire. Mais le ministre du budget de la même époque avait désobéi, on ne l'a pas mis au cachot. Jean-Claude Chilombaye, de tous ces projets-là, 100 jours, citez-moi un seul, malgré que l'argent est sorti, qui a réussi. Non, j'ai vu les produits pharmaceutiques avaient été déployés dans toutes les provinces. Dans toutes les provinces, oui, les produits pharmaceutiques avaient été déployés. Combien de tonnes et déployés dans quelle zone? Dernièrement, moi, j'ai un ami, l'honorable Benza Kongaoui, qui s'est rappelé qu'il y avait des produits destinés à sa province, mais qui traînaient là-bas, au ministère. Il m'a dit qu'il est passé les chercher, il les a réceptionnés. Moi, je peux vous citer ceux qui n'ont pas fonctionné. Les sauts des moutons... J'étais en train de vous énumérer ça. Bah, citez-moi ce qui a marché. Donc, cela a marché. Dans ce programme de 100 jours, les sauts des moutons sont construits. Dans quel état? S'il vous plaît. Ils sont où? S'il vous plaît. Les sauts des moutons sont construits. Mais cela exactement que vous n'arrivez pas à répartir les tâches dans l'État. Non, j'ai dit réussi. Non, le président de la République, lorsque le procès 100 jours a eu lieu, est-ce que quelqu'un a nié n'avoir pas reçu l'argent pour faire les travaux qu'il devait faire? Non. Maintenant, le suivi de travaux, lorsque il y a un marché public conclu entre l'État et un privé, le suivi des travaux ne s'appelle pas chef de l'État, et que vous avez vu que chaque fois qu'une instance habilitée a cherché à voir clair dans ce dossier-là, le président ne l'a pas empêché. Il y avait la justice d'abord, il y a eu l'IGF, il y a eu... Maintenant, la non-exécution ou la mauvaise exécution ont leur autorité dans l'État qui doivent faire ce travail qui n'est pas constitutionnellement. Alors moi, je peux vous citer ce qui n'a pas marché dans les 100 jours. Les sauts des moutons, inachevés. Ils sont là. Stoppés. Les maisons, inachevées. Les maisons sont stoppées. Les produits pharmaceutiques dont vous parlez... Ils ont été distribués, les gens les ont eus. Professeur, laissez-moi vous citer, vous n'avez pas cité, moi je vous cite ce qui n'a pas fonctionné. Même la gratuité de l'enseignement, aujourd'hui... L'hôpital du camp Tchatch et du camp Kokolo, il est là. Professeur, moi j'ai la liste de tous les projets énumérés. Et je peux vous dire que sur 100%, 80 n'ont pas fonctionné. Vous ne pouvez même pas dire ça. Vous avez cité aussi la gratuité de l'enseignement. Oui, je peux vous dire que ça ne marche pas. Ça ne marche pas où? Mais partout. Voilà. Aujourd'hui. Partout où? Mais laissez-moi vous dire, professeur,
Ce n'est pas moi qui dois vous répondre, mais je vous pose ces questions pour que vous puissiez éclairer l'opinion. Est-ce que savez-vous que les catholiques ont publié un communiqué il y a quelques jours pour dire que ça n'a pas marché. Les catholiques ou le diocèse de Kinshasa? Attendez, laissez-moi vous éclairer. Parce que moi je suis catholique, je suis aussi originaire d'un diocèse où il n'y a aucune plainte, toutes les écoles catholiques fonctionnent à merveille. Aujourd'hui, les parents ont commencé à payer comme auparavant. Il faut corriger ça. Les médias, vous ne devez pas induire les gens en erreur. Il y a un esprit glouton. Chez qui? Dans le chef de certaines personnalités et dans le chef d'une certaine classe d'enseignants. Lorsque vous prenez la République démocratique du Congo, dans mon village, il y a une très grande école, une école qui a fait la pluie et le beau temps, mais cette école était prise aussi en charge comme toutes les autres par les parents. Et à la fin de chaque mois, un enseignant recevait 5 000 francs. C'était ça son salaire. Et c'est ça la situation, ou c'était ça la situation de 90% des écoles de la République démocratique du Congo. Ça signifie que les enseignants qui touchaient 5 000 francs à la fin du mois constituaient les 90%. Maintenant, les jouisseurs, notamment de quelques écoles de la ville de Kinshasa, qui touchaient les 600 $. Donc vous appelez en bon aux jouisseurs? Qui touchaient, non, j'ai dit les jouisseurs de quelques écoles de la ville de Kinshasa, qui touchaient les 600, les 700 $, n'ont pas trouvé normal que les autres relèvent leur niveau de vie. Parce que eux qui sont moins d'1% doivent continuer de toucher 600 $. Est-ce que vous savez que je suis en train de dans les provinces où on nous suit en ce moment, je suis en train de professeur, laissez-moi vous dire, est-ce que savez-vous que dans les provinces où nous sommes en train d'être suivis en ce moment, que ce soit à Lubumbashi, à Kinshasa, chez vous au Kasaï, dans l'Équateur ou du côté du Maniema, beaucoup de parents continuent à payer pour que les enfants... C'est là que j'ai dit que vous donnez une fausse information. À Lubumbashi, nous avons des plaintes perpétuelles de 2 ou 3 écoles, Imara, Tendeleo et quelle école, qui sont dans les mêmes conditions que les Buboto et les Bosangani ici à Kinshasa. Alors, pour ces 10 écoles, il faut sacrifier toute la nation. Ça signifie quoi? Il faut maintenir ce système de prédation des parents, que certains diocèses actuellement semblent soutenir parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise de voir l'État reprendre ses responsabilités. Il faut donc maintenir ce système de prédation des parents qui n'aide ni les enseignants ni les parents eux-mêmes. Parce que lorsque cet enseignant de mon village, ce parent de mon village, paye 10 000 francs comme contribution pour payer les enseignants, il s'appauvrit dangereusement. Alors que les 10 000 francs ne résolvent aucun problème auprès de l'enseignant qui reçoit 5 000 francs à la fin du mois. Et que cet enseignant qui part de 5 000 francs à 340 000 francs, vous dites la gratuité de l'enseignement a échoué. A échoué tout simplement parce qu'il faut sacrifier toute la République, tous les enfants de toute la République, pour qu'une catégorie d'écoles qui se disent élitistes puisse rester dans la jouissance mafieuse qui consiste à spolier les parents. Et cela va faire 30 ans. Ce programme n'a pas échoué. Attendez que je vous aide, professeur. Il a été dit que cette gratuité de l'enseignement devait être payée par ou soutenue par l'Union africaine. Non. Plutôt, la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, même certains partenaires dont les États-Unis, la France, etc. Combien d'argent est venu pour entrer dans le trésor pour soutenir tout ça? D'abord, est-ce qu'on est d'accord sur la quantification des réalisations? Non, mais répondez à vos questions. Non, d'abord, est-ce qu'on est d'accord sur la quantification des réalisations? Les pourcentages, c'est vous qui les donnez. Moi, je vous dis, nous sommes à 90% de la réussite du programme de gratuité. Les parents apprécieront. Maintenant, lorsque vous prenez la gratuité de l'enseignement, vous comparez ça à un programme d'un président ambitieux d'une grande nation comme les États-Unis, Obamacare. Vous allez constater que Barack Obama a fait 8 ans, donc 2 mandats d'affilée, pour parfaire ce projet, ce programme d'Obamacare. Ça a été annulé parce que ça n'a pas marché. Ça n'a pas été annulé parce que ça n'a pas marché. Oui. Ça a été annulé parce qu'idéologiquement, le nouveau gouvernement a considéré ça comme des mesures socialistes que lui n'appréciait pas parce qu'il les considérant contraires au libéralisme américain à outrance. Mais ici, le problème, c'est de dire ça n'avait pas atteint le plein. Combien d'argent les partenaires ont envoyé? C'était ça ma question. Il s'est réalisé progressivement. Combien d'argent? Maintenant, ici, oui. Lorsque en une année, oui. vous évaluez un programme de 5 ans comme celui de la gratuité de l'enseignement,
et nous sommes, vous et moi ici, d'accord que ce programme a réussi à 90%, Ça, c'est vous qui dites. il pose problème dans quelques écoles. Non, je vous ai posé la question, diocèses. combien d'argent la Banque africaine de développement a envoyé, la Banque mondiale a envoyé, les partenaires dont la Belgique, la France avaient promis, parce que le président nous avait dit, vous allez voir, dans quelques mois, on va avoir des moyens pour financer tout ça. Combien est entré dans le trésor? Les moyens, la Banque mondiale a donné. Combien? Non, je n'ai pas de chiffres, moi ici, pour vous les donner. Il n'y en a pas. Mais non, vous avez suivi le directeur du CECOPE, il y a 2 jours, il était sur Top Congo, je crois. Il a confirmé ce que je vous dis là, que la Banque mondiale nous avons de l'argent. Avait commencé à agir. Il y a des besoins d'assainissement aussi dans le système. Parce que vous ne pouvez pas aussi poser la question sur combien d'unités le nouveau ministre... Non, s'il vous plaît. Là, vous êtes au sujet. Combien d'unités le nouveau ministre FCC a fait engager? Mais le vice-ministre, il est de l'UDPS. En même temps, pour résolver le problème des unités anciennes qui n'étaient pas payées, en même temps, on était en train de rajouter sans calcul de nombreuses unités qui doivent être payées. Il faut dire qu'en dehors même du déficit d'effort, il y a aussi un effort de sabotage. Mais vous n'avez pas dit combien d'argent les partenaires ont employé. Il n'y en a pas. Je vous pose une autre question. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui les frais de fonctionnement par école dont la politique de la quantité a mené à travers le pays? Combien on donne à une école pour son fonctionnement? D'abord... moi, j'ai des chiffres. Non, moi, je suis un ancien gestionnaire. J'ai géré une université. Je parle d'école primaire. Je suis en train j'y vais. Oui. Je suis en train de vous dire que les frais de fonctionnement dans ce pays-là, c'est avec Tshisekedi qu'on les débloque. Non. J'ai dit je suis un ancien. Et à l'époque de Mobutu, on versait quoi? Voilà. Les écoles actuellement, en tout cas, toutes ne touchent pas le même montant. Il faut le reconnaître. Parce qu'on tient compte de beaucoup de facteurs. Le nombre de classes qui sont gérées, mais combien en moyenne de vie, 300 000, 350 000. Faux. Je peux vous dire qu'il y a des écoles qui n'ont même pas 50 $ de frais de fonctionnement. Il y a des écoles qui ne sont pas encore mécanisées. C'est tout à fait normal. Professeur, les écoles mécanisées touchent les frais de fonctionnement. Chilumbaï, professeur de son État. Question. Les gens qui sont chez eux se posent cette question. Les consultations, c'est les consultations du président de la République ou les consultations de l'UDPS? Les consultations, c'est les consultations du président de la République. Comment expliquer qu'on a vu des cartes d'un membre important de l'UDPS, organisateur? Comment expliquer que dans les comités techniques, essentiellement, que de membres de l'UDPS? Non, mais écoutez, le président de la République, il travaille avec qui il veut. Il fait appel à des experts de tous les domaines et selon ses choix. Seulement de l'UDPS? C'est aussi une liberté, il n'y a rien qui le limite quant à ça. C'est aussi une liberté. S'il prend seulement les gens de l'UDPS, donc ça devient les consultations de l'UDPS. C'est aussi une liberté. Ce qui est vrai, ce que vous connaissez, c'est que le président de la République n'est pas un président de l'UDPS. Et cela se réalise même, se matérialise, même dans de nombreuses nominations qu'il a opérées. Dernièrement, je voyais un grand cadre du FCC, le professeur Ntumbalouaba. Il a été nommé dans le panel qui va accompagner le président de la République à l'Union africaine. Il va porter plainte. J'ai vu Moukoko Samba, c'était un haut cadre du PALU et finalement, transféré du PALU finalement du FCC, qui a été nommé dans ce panel. J'ai vu le professeur Ndaïwel, qui ont été nommés dans ce panel. Je vous confirme tout simplement que tous ne sont pas des UDPS. Le président ne les a pas nommés parce qu'il manquait de compétences à l'UDPS. C'est parce qu'il est le président de la République et non de l'UDPS. Les compétences à l'UDPS, pour cette matière-là de l'Union africaine, il y en a peut-être mieux que les gens que le président a nommés. Seulement qu'il s'agit du président de la République. C'est pour vous dire que lui n'est pas un président qui travaille avec les gens. Mais lorsqu'il s'agit de consulter, et que lui, comme chef de l'État, il décide d'amener autour de lui des experts, qu'il soit de l'UDPS, aucune loi ne le lui interdit. Merci. Alors, je repose cette question parce que vous êtes juriste. Les actes du président de la République sont sanctionnés par une ordonnance. Ces consultations ont quelle valeur juridique?
Non, les actes du président de la République sanctionnés par ordonnance sont clairement énumérés dans la Constitution. Vous verrez qu'on dit le président, il fait ça, il fait ça. Est-ce que ce n'est pas un oubli non. ou peut-être une maladresse de vous, spécialistes, qui n'arrivez pas à bien conseiller le président? Non, c'est bien conseillé. Oui. Les actes qui sont sanctionnés par les ordonnances et que vous apercevez maintenant en retard sont clairement énumérés par la Constitution. Oui. Il statue par voie d'ordonnance. Ça, il fait oui, par voie d'accord, mais les consultations. Les consultations. Sanctionnées par quelle ordonnance? Le président de la République agit à ce jour comme chef de l'État. Oui. Il agit en vertu de l'article 69 de la Constitution de la République. Qui dit quoi? Qui dit, je vais vous le lire, qu'il est le oui. garant du bon fonctionnement des institutions. Sanctionné par une ordonnance. S'il vous plaît, il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Oui. Et que dans ce rôle de garant, il assure le bon fonctionnement des institutions-là, y compris par l'arbitrage. Oui, la Constitution ne dit pas. On est tous d'accord. La Constitution ne dit pas. Mais les actes, par voie d'ordonnance, la Constitution ne le dit pas. Les actes du président. Non, la Constitution ne le dit pas. Elle ne dit pas. Elle ne dit pas que les consultations devaient être sanctionnées par une ordonnance. Non, elle ne le dit pas. Elle ne le dit pas. En tout cas, il n'y a aucune obligation pour le président de la République. Lorsqu'il agit comme arbitre des conflits interinstitutionnels ou lorsqu'il agit comme garant du bon fonctionnement des pouvoirs publics, ou lorsqu'il agit comme veilleur, il veille au bon fonctionnement des institutions, il n'est pas tenu de le faire par ordonnance. Parce que ces consultations ont été faites sans ordonnance. J'ai dit qu'il n'y a nulle part... Pour que ça ait une valeur... Attendez, je vais vous poser une autre question. Ouais. Pour que ça ait maintenant une valeur juridique exécutoire, ça sera soumis à quelle institution? D'abord, la première question, c'est de savoir quel type de décision vous attendez du président de la République. Est-ce que vous attendez du président de la République une décision de type réglementaire, pouvoir que lui confère... Donc pour ça, il y a une valeur. S'il vous plaît. Il va le soumettre à Est-ce que vous attendez du président de la République une décision de type réglementaire, pouvoir que lui confère l'article 92 de la Constitution, ou vous attendez du président de la République une décision de type arbitral, parce qu'agissant comme garant du bon fonctionnement du pouvoir public. Ici, le président de la République, il consulte. Lorsqu'il consulte, il vous a dit pourquoi il consulte et sur quoi porterait ces consultations. En clair, parce que moi, je vois les gens faire semblant, le président, dans son discours de 6 minutes, il vous a dit qu'il consultait parce que la coalition aujourd'hui au pouvoir avait échoué. Il a énuméré ses échecs. Et l'un de ces échecs, vous veniez de le citer vous ici, que tous les ambassadeurs, la diplomatie est fragile, les ambassadeurs ne sont pas là, ils sont ici à Kinshasa. Ça, je n'ai pas encore dit. Et que lorsque le président veut que l'on procède aux nouvelles mises en place dans la diplomatie, la coalition rigide bloque. C'est des questions qu'il faut résoudre. Et parce qu'il y a ces pesanteurs de la coalition politique, qui n'est pas en fait un fait constitutionnellement verrouillé, parce qu'il y a ces pesanteurs, le président de la République est allé trouver dans la Constitution les voies de sortie. Quelles sont ces voies de sortie? Il vous a dit clairement qu'il avait besoin d'une autre majorité, oui, qui lui permettrait... Alors je vous pose la question comme chef de l'État... Attendez, je vous pose la question plus clairement. Au Congo, selon la Constitution, une majorité est toujours issue des urnes. Ouais. La gouvernance est faite par une majorité consacrée. Le président de la République est une minorité avec cash. Il y a une majorité FCC aujourd'hui. Par quelle magie il va pouvoir transformer ce que les Congolais ont consacré par les élections pendant un mandat et que cela, via les conseils du professeur Chulumbai, peut être changé en quelques jours sans respecter la Constitution? Moi, je ne sais même pas par quelle magie Sami Badibanga est devenu Premier ministre, alors qu'il n'était pas de cette majorité consacrée. Par quelle magie Thomas Louaka a quitté le MLC? C'était à l'occasion des consultations organisées par le président de la République au Palais de la Nation. Il y avait un présidium, Kengo Adondo et... Qui était membre
des institutions. Non, il y avait un présidium, Kengo Wadondo Beminaku. Membre du Parlement. Membre du Parlement. Et Kengo Wadondo, lui, oui, n'était pas de cette majorité-là. Mais il y a eu des consultations qui ont permis... Mais ils étaient membres du Parlement. Qui ont permis au président Kabila et les décisions étaient soumises au Parlement. De changer la majorité en cours de législation. Il n'avait pas changé la majorité parce qu'il avait déjà la majorité. Pourquoi on oublie tout ça? Il a changé la majorité ou il l'a ouverte à d'autres composantes, notamment le parti Kengo-Wadondo, avec le professeur son secrétaire général, qui était devenu ministre de la fonction publique. Et ça s'oublie tout de suite. Pourquoi vous ne pouvez même pas imaginer qu'à l'issue de ces concertations, lui, le président de la République, peut faire aussi ce que le président Kabila avait fait, par exemple, en ouvrant la majorité existante à d'autres composantes. Parce que vous qualifiez le président de la République de minorité. Minorité par rapport à quoi? Le président de la République, non, le président de la République a un parti qui a 32 députés au sein de l'Assemblée et que le PPRD a une cinquantaine de députés, c'est aussi une minorité. Le PALU a 18 ou 15 députés, c'est aussi une minorité. Mais l'FCC majoritaire. Le parti de AB, ils ont, je crois, une vingtaine de députés. Ça signifie concrètement que lorsque vous entrez dans la Constitution de la République, vous allez vous-même le constater, il n'y a aucun parti qui a obtenu la majorité requise. Professeur Chulumba. La majorité requise. Professeur Pourquoi vous voulez flouer cela? Professeur Chulumba. Laissez que le téléspectateur ait la lumière. Oui? Aucun parti n'a obtenu la majorité requise pour qu'il se prévale d'une telle majorité qui dit je suis majorité, on veut dire. Professeur Chulumba, Ambouela Lodge, les documents écrits entre Cash, représenté par Jean-Marc Abound, et les FCC, représenté par Nami Molagna, disaient exactement ceci. Le FCC majoritaire, le Cash est minoritaire, ils se mettent ensemble pour un programme de gouvernement. Pourquoi il n'y a pas eu une évaluation de cet accord avec un procès verbal consacrant la fin de ce qui a été signé en Ambouela Lodge avant d'initier d'autres choses qui sont contraires à cela? Je suis satisfait de cette question-là. Vous mettez en parallèle l'accord et la Constitution. C'est clair. Pourquoi il n'y a pas eu un procès verbal? Est-ce que l'accord soumettait au parti à une obligation de terme pour dire que personne ne peut se retirer de cet accord à partir de telle date ou sans qu'on atteigne telle date? Il n'y en avait pas. Cet accord, s'il faut que vous compreniez pourquoi il devrait absolument exister, est dû au fait que, c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, notre constitution n'est pas comme la constitution française. La constitution française prévoit la possibilité qu'un parti ou un regroupement de partis politiques réalise la majorité, qu'il formule un programme de gouvernement ou une politique nationale de gouvernance seul, sans le président de la République. C'est exactement ce que dit l'article 20 de la Constitution française. En France, donc, un parti majoritaire, il peut sortir son premier ministre. Vous parlez de la cohabitation. S'il vous plaît, il peut formuler son Et c'est possible aussi ici, la cohabitation? Non, bien elle sûr. est interdite par la Constitution. Bien sûr, c'est possible. La cohabitation chez nous, elle est clairement interdite par la Constitution. Il n'y a aucun article qui le dit? Il y en a. Qui interdit la cohabitation? Oui, l'article 79. On dit le gouvernement est géré par la partie majoritaire. L'article 79 interdit la cohabitation parce que elle dit, quel que soit les cas de figure, oui, c'est le président de la République qui dirige le Conseil des ministres. Et pourtant, oui, le Conseil des ministres... Mais il peut diriger le Conseil sans en être Non. majoritaire. L'article 91 interdit la cohabitation. Parce qu'il précise que la politique du gouvernement est codéfinie entre le président de la République et le gouvernement. Ce qui n'est pas le cas en France, où c'est le gouvernement qui définit seul. Lorsque tu n'es pas avec lui, tu restes, lui il fait ses affaires, on appelle ça cohabitation. Mais chez nous, si vous suivez bien, moi j'ai dirigé la jeunesse, lorsque cette constitution a été adoptée, la jeunesse de l'IDPS, posez la question à Mme Bazaïba, posez la question à Valentin Moubaki. Ils vont vous dire, parce que moi j'ai participé avec le président Tshisekedi à la réunion, à l'issue de quelle réunion on avait levé l'option de ne pas participer au référendum. Le président Tshisekedi avait regardé la constitution ici. Il a dit, qui n'avait pas voté. Il a dit, nous ne pouvons pas aller pour aller consacrer un autre Mobutu, un autre monarque
avec tous les pouvoirs de l'État, ce n'est pas possible. Professeur Et c'est Chilomba, de cette façon-là que on est à la fin de l'émission. le FCC d'aujourd'hui, hier, MP, tout ça, c'était organisé pour que, quel que soit ce qui adviendrait, que le président de la République reste le pivot central de la gouvernance dans l'État. Il a même empêché toute possibilité que cette cohabitation existe. C'est de cette façon-là que vous avez vu que dans les 2 premières législatures, ça a été comme cela. Et qu'il était impossible, même si l'IDPS gagnait la majorité, il était impossible de cohabiter. Professeur Chilomba. Et pour cela, Professeur le président de la Chilomba. République, il Attendez. a été revêtu de fonctions de monarque, comme les Français l'appellent d'ailleurs. Monarque. Donc vous voulez faire républicain. des Félix Non. Tshisekedi du monarque. Non, non, c'est la Constitution qu'il a investi de fonctions de Non, monarque républicain, parce que d'un côté, il règne sur la République, c'est la Constitution qui lui confère ce rôle de régner sur la République. De l'autre Est-ce que vous côté, savez pas il que vous gouverne. donnez un mauvais signal De l'autre en côté, il transformant gouverne. le président de la République en monarque? J'ai dit Qu'est-ce que c'était monarque républicain. Oui, oui, mais parce que la Constitution que vous nous avez léguée mais dit dites- que le président de la République règne et gouverne. Si vous la lisez, vous constaterez qu'à l'article 92, Professeur elle Chilomba. partage le pouvoir réglementaire entre le Premier ministre et le président de la République. Professeur Vous constaterez Chilomba. que 79, elle confère l'exclusivité de la direction du Conseil des ministres au président de la République. Le Premier ministre, c'est un pointeur, c'est un preneur de notes au Conseil des ministres. Vous êtes en train de Parce qu'il violer n'avait pas de la pote. Vous êtes en train de violer la Constitution. Mais dites-moi, c'est parce qu'on Vous parle de la êtes en Constitution train de ici. violer la Constitution. Quel Le article Premier est violé? ministre, c'est lui qui est responsable devant le Parlement. Pas dire qu'il est Il est pointeur. doublement responsable. Non, non. Il est responsable Vous ne devant pouvez le pas président de la dire qu'il est République. pointeur lorsque c'est lui qui Il répond. est qui répond au responsable peuple. devant le président de la République. Laissez-moi vous poser Il la est question. responsable devant le Parlement. Laissez-moi vous poser la C'est-à-dire qu'il peut question. être viré par le Parlement, être viré par le président Le de la président République. ne peut en aucun cas virer le Premier ministre. Et vous le savez. Mais je dis Et que vous le la savez. Constitution dit que le président met fin aux fonctions du Premier Si le ministre. Premier ministre démissionne. Non, pas professeur. si le Premier ministre Oui, démissionne. oui, Elle oui. dit sur présentation de la démission du gouvernement, pas du Premier ministre. Le Premier ministre, lui, il est créé par le président de la République. Il est viré par le président de la République. D'ailleurs, c'est ça le Le terme président que, ne peut- que le président de Gaulle tenait lorsqu'il Est-ce mettait que en vous- place cette constitution. Je vais poser la question. Le président Tshisekedi a été élu pour répondre aux besoins de la population. Ça fait 4 semaines que le Conseil des ministres ne tient pas. Ça sous-entend qu'il n'y a pas de décision de prise importante pour répondre aux besoins de la population. Ça fait 4 semaines que le Conseil des ministres ne se tient pas. Attendez, Ouais. on Il peut, n'est on- pas- on peut les compter. Mais vous savez que Mais laissez-moi poser la question, 4 professeur. semaines seulement. Parce que ce président en tient chaque vendredi. Et dans la Est-ce- législature passée, c'était comme ça. Ça faisait 8 Est-ce semaines. est-ce que je peux poser Voilà. la question? Ouais. Ça fait autant de fois que le Conseil des ministres ne se tient pas. Ce qui veut dire, ça fait autant de fois que les décisions ne sont pas prises. Est-ce que vous êtes fier, je réponds à ma première question du début, que le ministre du Budget dise, pour la première fois, pendant longtemps, depuis longtemps, que le gouvernement ne peut plus engager des dépenses. Ce qu'on appelle, il a demandé aux gestionnaires de Les crédit, dépenses d'émission. attendez, aux gestionnaires de préciser. crédit de ne plus engager des dépenses. D'émission. Professeur, laissez-moi poser la question. Ouais. Les gens qui sont à la maison, ils s'inquiètent là. Est-ce que vous savez que Mais dans finalement, quelles quelques dépenses? Attendez. Est-ce que vous savez que dans quelques jours, on risque d'être en cessation de paiement, la RDC, parce que pendant tout ce temps, au lieu de travailler, les gens ont passé beaucoup plus de temps dans les consultations, dans les affaires, dans les procès, alors que les militaires qui sont au front attendent, les fonctionnaires attendent, le panier de la ménagère attendent, les diplomates qui sont à l'étranger attendent. Est-ce bien raisonnable? Moi, d'abord, il faut préciser les dépenses d'émission, pas toutes les dépenses. Et puis l'exercice budgétaire tend pratiquement à sa fin. Il nous reste 1 mois des jours pour que l'exercice Il n'y a plus budgétaire d'argent, tend- professeur. Les dépenses Il n'y d'émission. a plus Il faut d'argent. préciser les dépenses d'émission. Oui, répondez. Maintenant, est-ce que ça fait plaisir? Non. Moi, je crois que c'est maintenant qu'il faut que nos partenaires du FCC comprennent. Cette constitution, c'est eux qui nous l'ont octroyée. C'était un octroi, en fait, parce que le peuple ne l'avait même pas adopté. C'était des brimades, des tortures. Les Franck Diongo aussi
ont même osé à cette époque de dire votez non à la Constitution. Ils ont été arrêtés, députés en fonction, séquestrés, tabassés. C'est un octroi que le régime passé nous a légué, la Constitution ici. Nous disons, on n'y touche pas, c'est un piège collectif. On l'utilise comme on nous l'a légué. Et que dans cette Constitution, ils sont conscients qu'elle avait été taillée, en tout cas cousue à la taille du chef de l'État, le président Kabila à l'époque. Fachi a essayé intact. Il la porte. Maintenant, lorsqu'il la porte, ce qui n'est pas juste, c'est que les mêmes personnes qui l'ont rédigé hier, qui ont conféré des pouvoirs exorbitants. Si vous lisez l'ouvrage du prof Ndioli à propos des pouvoirs du président de la République, je vais d'ailleurs vous montrer ce qu'il exprime. Répondez à ma question. Vous êtes en train d'être hors sujet. Ces pouvoirs exorbitants, les sociales, l'économie, la diplomatie, c'est sacrifié. Je suis en train d'y aller. On ne fait plus de réunions, on ne coordonne rien. On est dans les combats de 2023. Cela est sacrifié, oui, parce qu'il y a un groupe d'individus qui trouvent de l'intérêt à bloquer l'exercice du mandat du président Tshisekedi, dans l'objectif, bien évidemment, que son échec ferait l'affaire aux échéances prochaines en son intérêt. Mais ce qui est évident ici, c'est que le président, lui, s'est arrêté. Il a dit que c'est un capitaine, il y a trop de bruit à bord. Comme il y a trop de bruit, il s'est arrêté. Il opère le contrôle, c'est tout à fait légitime. Il opère le contrôle, il organise, il vérifie ce qui ne va pas. Et puis on démarre. Il nous a promis qu'il revient vers nous, peuple souverain. Il va revenir. Les consultations ont été bouclées. Le président est dans la phase de compilation des desiderata qui lui ont été présentés. Il va revenir vers nous. C'est exactement le but pour lequel il a convoqué ces consultations. Parce qu'il a énuméré les problèmes qui ne marchent pas. Vous répondez pas à ma la question. Diplomatie, ça ne marche pas. La territoriale, ça ne marche Donc, pas. il a Parce échoué. que, non, parce qu'un groupe d'individus a il a désiré échoué. bloquer. Donc il a échoué. Maintenant, le besoin qui est là, c'est de comprendre que le président va marcher avec ceux qui veulent marcher. Ceux qui veulent traîner les pieds vont rester traîner les pieds parce que les besoins du peuple n'attendent pas les caprices d'un groupe d'individus. Il a été souhaitable que les gens, républicains par ailleurs, des gens qui ont une grande expérience de gestion de la République, il a été souhaitable qu'ils prennent conscience qu'il y a un chef dans ce pays-là. Et que ce chef a des pouvoirs qui ont été dévolus, qu'on le laisse travailler. Et surtout que le programme avec lequel nous devons gouverner l'État, il est coformulé entre la majorité au travers du gouvernement et lui, le président de la République. Mais lorsque vous avez vu l'attitude de partenaires, ce n'est pas une attitude d'améliorer les choses. Il y avait un comité de suivi de l'accord. Parce que vous avez dit qu'il fallait évaluer l'accord au sein de l'accord. Le comité de suivi de l'accord jouait quel rôle? N'est-ce pas ce rôle de vérifier qu'est-ce qui ne va pas et de voir comment on peut améliorer? Mais ce comité est resté 2 mois. C'est ce que le peuple doit savoir. Et c'est suffisant pour sacrifier la République. Le FCC n'a pas voulu marcher d'un seul pas. Parce que le FCC, pour lui, les ambassadeurs sont là, ça reste. Le président de la République ne peut pas nommer les ambassadeurs. Question. La territoriale, le président de la République ne peut pas nommer. Dernière et question. qu'ils vont jusque-là pour dire, quelqu'un a dit à Maniema dans un meeting, mais le président de la République, là, son rôle, c'est d'inaugurer les musées. Mais le rôle d'inaugurer des musées... Dernière question, parce qu'on est fini, la mission est terminée. Dernière question, est-ce que, comme le disent les diplomates à travers le monde, la belle image lancée par la RDC d'alternance pacifique, coexistence pacifique. Les libertés individuelles, attendez, les droits de l'homme. Attendez, le signal, meilleur signal donné. Alors que nous avons des ambitions de gérer l'Afrique, est-ce que vous ne sentez pas que l'UDPS a sapé cette image, qu'on commence à parler maintenant du Congo d'instabilité, d'insécurité, de mauvaise gouvernance avec ce qu'on a parlé tout à l'heure de corruption? Les corrompus actuellement on les juge. Hein? On les arrête, on les juge. Kimbembe Mazungu, Abdallah, Bilengue, Oli Lunga. Actuellement les corrompus on les juge. Etienne ne l'a pas jugé. Hein? Il a été soupçonné aussi. Etienne, pourquoi on ne l'a pas jugé? Etienne est soupçonné d'avoir détourné. Le procureur a fait son travail, pas seulement pour Etienne, mais bien pour d'autres ministres. L'Assemblée nationale est saisie, avec la majorité FCC.
elle bloque le procureur. C'est constitutionnel. Maintenant, vous parlez de crise de l'image de la RDC à travers le monde. Ce n'est pas ça. L'inflation du gouvernement ne peut pas être interprétée comme une crise pour l'État. En fait, tous les États démocratiques, d'ailleurs, l'instabilité du gouvernement dans des États démocratiques a toujours été... Quand il y a les bruits des avions, les menaces de guerre, ça c'est bien pour les investissements. L'instabilité du gouvernement a toujours été vue dans les États démocratiques comme un indice de démocratie. Non, j'ai dit, avions, lorsqu'on parle des bruits de guerre, les avions des Angolais qui viennent menacer, ça c'est une bonne image. Nous sommes en guerre. Nos populations de l'Est, à Beni et partout ailleurs, ont des problèmes. Des avions ont été présentés à la population ici. Le Léviathan. Quand on survole Kinshasa, il y a la guerre. Le Léviathan a voulu rassurer son peuple pour dire voici maintenant, les avions sont là, Beni sera pris en charge. Ça a coûté combien? Et ça, c'est un message. Ça a coûté combien? C'est un message que nous donnons, à qui? Pas à un parti politique dans ce pays, mais à tous les voisins qui ont cru que ce pays était un panier. Ah bon? On pouvait entrer par un trou et sortir par l'autre. Vous donnez les messages avec des avions des Angolais à Kinshasa. À tous nos voisins qui ont pensé que ce pays avec des avions des Angolais. Mais les alliances, elles sont permises. Les alliances Merci beaucoup, donc, il n'y a pas d'intimidation ici. Considérez l'instabilité du gouvernement, j'insiste, comme un élément positif dans une démocratie et non l'utiliser comme un alibi pour menacer la population, dire, écoutez, si on fait ça, ce qui est constitutionnel par ailleurs, nous allons rentrer en 1960, donc on va congoliser le Congo, on va le morceler en autant. C'est ça le message terrifiant que l'on devrait abandonner, parce que le pays ici n'a pas été acheté par un individu. Et on termine par là. Est-ce que l'UDPS n'est pas en train aujourd'hui de galvaniser, de susciter des divisions au sein de la société congolaise? Le tribalisme dont on parle aujourd'hui n'est pas exacerbé par ce comportement un peu arrogant. Mais vous me surprenez. Le tribalisme, il est où? D'ailleurs, si vous ne le savez pas, à l'UDPS, il y a des plaintes. Il y a des plaintes, pourquoi? Parce qu'on estime que le président de la République s'est mis trop au centre. Il s'est trop éloigné de l'UDPS. Parce qu'il veut conjuguer l'unité nationale. Lorsqu'il y a un grand poste à la BAD, le président de la République cherche le meilleur des Congolais, selon lui, dans le domaine. Il trouve Matungulu, qui non seulement n'est pas du Kasaï, mais aussi il est issu d'un parti opposé au président de la République. Ça s'appelle débauchage. Il l'envoie. Ce n'est pas un débauchage. Le président, lui, ne travaille qu'avec les compétences. Oui. C'est ça l'avantage. Le président ne travaille qu'avec des compétences. On ne sait jamais assez réaliser que de toutes les nominations intervenues dans le pouvoir de Tshisekedi, le Kasaï est le moins servi possible. Et qu'a-t-il fait? Je vais vous donner l'exemple. Moi, je suis un élu. N'ouvrez pas les... Je vais vous donner l'exemple. On a terminé l'émission. N'ouvrez pas un chapitre, parce qu'il y a eu beaucoup de littérature là-dessus, autour des Kassaïens qui aujourd'hui phagocytent tout, mais ce n'est pas un problème. Moi, je voulais juste... Dites que ce n'est pas vrai, ce n'est pas que ce n'est pas un problème. Mais ils vont vous citer la liste, attention, parce que par contre, nous sommes des victimes. On va vous citer la liste, attention. En commençant par les cabinets du président. Non, le cabinet du président a 16 conseillers principaux et seulement 2 sont Kassaïens. Bon. Attention, cette émission est en direct. On va vous envoyer la liste. Qu'on nous l'envoie. Et vous allez vous étonner. Et lorsque prend le personnel du cabinet du président, les Kassaïens n'atteignent même pas 8%. Professeur, vous risquez d'avoir une longue liste. Le président de la République a un DIRCAB et 4 DIRCABA. Aucun des DIRCABA n'est Kassaïen. Vous risquez d'avoir une longue liste. Attention, nous sommes suivis dans le monde. Vous êtes un grand professeur, et internationaliste. Sachez que le président de la République a dans son cabinet des services qu'on qualifie de services personnels, dans lesquels il peut mettre qui il veut. Professeur, vous ne pouvez pas aller compter les chargés de mission. Vous dites non, le président. Vous risquez d'avoir la longue liste. Attention, l'émission est terminée. Merci à vous. C'était un point, effectivement, précis sur l'IDPS et la manière dont ça fonctionne aujourd'hui. Un grand professeur de droit au niveau international et national aussi, avec un langage beaucoup plus clair, technique. C'est eux qui, effectivement, donnent des conseils au président et il faut vous préoccuper de l'unité de ce pays et de sa stabilité à travers le monde. Merci, professeur. Merci, c'est moi qui vous remercie. À très bientôt.